www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV. Vous avez droit de savoir. Merci beaucoup de suivre ce débriefing. Exceptionnellement, nous avons un seul invité, Francis Kalombo Tamboa. Bonsoir. Bonsoir, Manu. Vous êtes le chef des jeunes du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Vous êtes également avocat au barreau de Kananga, oui. Mais pas de Kinshasa. Non. C'est curieux. Non, c'est pas curieux. Il y a des barreaux sur toutes les Vous habitez à Kinshasa? Oui, mais il vaut mieux promouvoir aussi les provinces pour que les gens comprennent qu'en province, il y a aussi des barreaux qui font la fierté de ces métiers d'avocat en République démocratique du Congo. Vous êtes allé à Kananga parce que vos confrères de Kinshasa n'ont pas voulu de vous au barreau? Non, pas du tout. Je pense que ça m'a plu de travailler aux côtés de quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié sa manière de faire fonctionner, point barre. Donc il n'y a pas d'autre chose. Alors, l'actualité, c'est la mise en place de la Cour constitutionnelle. Le juriste que vous êtes attend quoi de cette Cour constitutionnelle? Écoutez, qu'il puisse d'abord dire le droit. Vous savez, il y a une innovation en ce qui concerne cette Cour constitutionnelle. Tout citoyen peut saisir cette Cour constitutionnelle, ce qui est quand même démocratique. Et nous pensons qu'il y a beaucoup d'actes que les gens posent, soit des autorités, en violation pure et simple de la Constitution, et qu'il serait souhaitable que cette Cour se mette en place pour pouvoir voir dans quelle mesure nous pouvons, nous, en tant que citoyens, trouver notre compte. Oui, on va y aller de manière un peu pédagogique. On parle comme si on parlait à des enfants de 4 ans. Qu'est-ce qui pousserait un Congolais commun d'aller à la Cour constitutionnelle? Oui, bon, je prends un exemple. Moi, j'ai saisi la Cour suprême en son temps. Normalement, je pouvais saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité d'un acte. Si jamais une autorité prenait une décision qui violerait, par exemple, la Constitution, on peut saisir cette Cour pour avoir gain de cause. C'est vrai, l'article 168 est clair. Tout acte qui n'est pas conforme à la Constitution est nul de droit. Alors, mais des fois, cet acte est nul de droit, mais il faut quand même que nous puissions saisir la Cour pour avoir un document qui dit que cet acte est nul et que peut-être que l'autorité va continuer à poser des actes par rapport à ça. Et vous vous souviendrez, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, en son temps, a pris l'édit pour créer la DGRK. J'ai saisi la Cour parce que j'ai trouvé que c'était en violation des dispositions de la Constitution. Donc on ne peut créer un service public, le gouverneur pouvait prendre un arrêté pour créer la DGRK et non par une loi, puisqu'en le faisant par une loi, on violait les dispositions constitutionnelles. Donc ça fait partie de ces exemples, et je pense que je vois quand même la roi de la Cour suprême de pouvoir décider quant à ça, puisque après Kinshasa, d'autres provinces ont suivi cet élan. C'est comme si c'était légal de pouvoir le faire, alors que je continue à persister, à signer que c'est une violation de la Constitution. Je ne dis pas que les villes n'ont pas besoin d'une institution ou d'un service public de l'État pour essayer de canaliser les recettes. Mais j'ai dit qu'on ne peut pas les créer par une loi. 9 membres composent cette Cour. Parmi les 3 hommes désignés à l'Assemblée nationale, Vondouawe Tepemako, il a été contesté par l'UDPS et alliés. Fabien Moutoumba a fait une déclaration à la presse, selon quoi le candidat de l'opposition n'a pas fait l'objet d'un consensus. Oui, mais c'est écrit nulle part qu'il faut qu'il y ait consensus. Les gens confondent l'époque. Nous ne sommes plus à l'époque de 1+4 ou à Sun City. Donc nous sommes maintenant, c'est la démocratie. Ce n'est pas écrit, on a dit que l'Assemblée nationale allait désigner. Qui a dit que l'opposition devait se concerter? Et même si on avait demandé à cette opposition de pouvoir se concerter, vous connaissez les résultats, ils allaient mettre des années et des années sans pouvoir se mettre d'accord. Donc, comme maintenant, ils ont du problème à pouvoir désigner un porte-parole. Ils se sont dit surpris. Non, ils n'ont pas été surpris, puisque il a été désigné. Je pense que personne ne met en cause la position aujourd'hui de Vondouawe, d'abord en tant qu'opposant, deuxièmement en tant que scientifique, homme capable de pouvoir amener le meilleur de ce que Vondouawe a ou de qu'il sait pour contribuer à la consolidation de la démocratie. En fait, c'est ça. Nous voulons consolider la démocratie et je pense qu'il est capable de le faire. Et en signe de protestation, le groupe parlementaire n'avait pas
assisté à ce congrès? Non, c'est faux. Je crois que le groupe parlementaire a assisté. Il y a quelques individus qui ont décidé de ne pas assister, libre à eux. D'ailleurs, c'est aussi ça la liberté, c'est aussi ça la démocratie. On peut ne pas accepter, on peut manifester par le refus, d'ailleurs, entre autres, de participer ou de venir ou de voter contre. Moi, j'aurais aimé qu'ils rentrent dans la salle et qu'ils puissent voter contre lorsqu'on a demandé. Mais je pense que le fait de laisser la chaise vide ne jouait pas en leur faveur. Mais ce n'est qu'une minorité, puisque j'ai vu la majorité des membres de l'UDPS alliés dans la salle et ensemble nous avons voté, puisque nous avons pensé que c'était quand même capital et que la personne qu'on avait présentée au nom de l'opposition était valablement, et il pouvait valablement représenter l'opposition. Cette sorte de crise donne la mesure de la contestation qui va suivre. On se dit que du coup, tout ce que la Cour fera sera mis en cause par les amis de l'opposition. Oui, mais remettre en cause n'est pas un problème. Les gens peuvent remettre en cause. Est-ce que pour autant ils ont raison? C'est ça le problème. Aujourd'hui, nous voyons en République démocratique du Congo, les gens se mettent debout et refusent tout, sauf rien. Il suffit qu'un adversaire politique présente quelque chose, tout de suite vous criez que vous le refusez. Libre à vous, mais vous avez raison. Je ne pense pas. Est-ce qu'il fonctionne en l'encontre de la volonté de la population? La réponse est oui, puisqu'il ne faut pas oublier que cette cour a été installée par la volonté des constituants originaires, à savoir le peuple congolais qui souverainement ont adopté une constitution et dans laquelle il a été prévu qu'il puisse y avoir cette cour, et dans la cour, la composition de 9 membres de cette cour est dans la constitution, à savoir l'Assemblée nationale présenterait 3, le chef de l'État 3, ainsi que les pairs, donc le membre du Conseil. C'est ça la réalité. Alors maintenant, si eux, ils pensent que ce n'est pas comme ça, ils auraient pu crier ça bien avant, ils auraient pu refuser bien avant, mais ils ont demandé à ce que la Cour puisse rapidement s'installer, que le président de la République puisse rapidement installer cette Cour. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas s'en prendre une fois de plus. À qui ils s'en prennent? À la loi, à la Constitution ou aux individus qui, eux, n'ont aucun pouvoir par rapport à la Constitution. Les hommes passeront, la Constitution restera et les institutions aussi. On en vient aux femmes qui pleurnichent. Aucune femme parmi les 9, quand oui, même. Je comprends parfaitement. On aurait pu choisir. Là, je prends position. Je dis quand même. Oui, mais je pense que on aurait pu. Mais vous savez, c'est un début. Je crois que la Cour est renouvelable chaque 3 ans. Donc, je pense que lorsque on va renouveler une fois de plus, les femmes viendront. Mais hélas. Aujourd'hui, ce qu'il faut regarder, ce sont les hommes qu'on a placés, et je pense que l'expertise, ils l'ont, la technicité, ils l'ont, l'intelligence, ils l'ont, l'expérience, ils l'ont, et maintenant, laissons-le voir. Mais je ne dis pas que nous devons leur donner un chèque en blanc, pas du tout, nous allons le juger par rapport à ce qu'ils vont produire comme travail, et d'entrée des jeux, ils trouveront sur leur table beaucoup de dossiers qui traînent encore et qu'ils auront à rendre des arrêts. Moi, je pense que pour l'instant, nous ne pouvons pas commencer d'entrée des jeux à tirer sur eux comme s'ils ont déjà commis des péchés. Non, il faut attendre le moment venu et pouvoir les juger. Mais moi, tel que je vois la composition, je pense que bon, Dieu seul sait, l'avenir nous le dira, mais je pense que s'ils veulent, ils seront capables. De deux, nous demandons à la population d'être vigilante. Il ne faut pas leur donner un chèque en blanc. Nous devons continuer à surveiller, nous allons voir ce qu'ils vont produire, mais apparemment, ce sont des hommes scientifiques d'abord, et leur avenir est mis en jeu. Ils ont un nom aussi à faire respecter, puisque la plupart sont des gens de renommée. Donc ils vont chercher à marquer leur temps, et aussi, il faut comprendre, face aux évidences, je pense que des fois, on ne peut pas prendre une décision allant à l'encontre de ce que l'on sait que c'est comme ça. Il faut que les choses puissent être évidentes. Mais tel que nous entendons parler, c'est les juges, mais il est le juge que du président de la République et du Premier ministre. Au même moment, il est le juge électoral. Il proclame le résultat final des élections, et ça aussi, ça fait partie de leurs compétences, et nous allons le juger le moment venu. Une autre nomination qui vient du Palais de la Nation. Et aussi, pour les gens qui pensent que Kabila les a nommés parce que Kabila veut rester ou quoi que ce soit, mais ils ne doivent pas oublier que, en ce qui concerne les élections, eux, ils ne jugeront plus les élections de Kabila, puisque en 2016,
Kabila, il les a nommés, non pas pour lui, pour les autres, puisque lui ne sera pas candidat. Donc Kabila a fait ce qu'il devait faire normalement. Il nous a planté une fondation pour que le devenir du Congo puisse être meilleur avec toutes les institutions. Maintenant, si les gens veulent avoir de préjugés quant à ça, ils se trompent, ils vont juger les élections à venir. Quant aux élections, et dès lorsqu'on pense qu'ils ne pourront pas juger Joseph Kabila, ils se trompent d'ailleurs, et ils n'agissent qu'en dernier lieu. Il y a la procédure qui est longue avant que la Cour constitutionnelle puisse juger un président de la République. D'abord, il faudrait qu'il ne se saisisse pas d'office. Il faudrait qu'il y ait une plainte de la part de l'avantage qu'ils ont, c'est qu'à dire n'importe quel citoyen peut saisir. Il faut qu'il y ait d'abord une plainte, on amène des preuves, le procureur de la République vient au Parlement. 3/5 des parlementaires doivent d'abord voter qu'on puisse ouvrir des enquêtes contre le président de la République, et en plus, ça revient encore pour la mise en accusation. Donc, il y a toutes ces étapes avant que la Cour, donc c'est-à-dire, lorsque la Cour constitutionnelle doit juger un premier ministre ou le président de la République, c'est que réellement, il y ait vraiment, et les députés que nous sommes, le Congrès, le Parlement, disons le Parlement réuni en Congrès, votent. C'est ça, c'est les dangers. Donc, dès que nous allons voter oui, c'est que nous aussi, avant de voter, on doit nous amener des éléments probants qui disent que voilà, le président a commis telle ou telle infraction, tout comme le premier ministre. Donc, ce n'est pas d'emblée pour que les gens pensent que non. Alors, c'est ce que je disais, face aux évidences, je vois mal comment est-ce que la Cour constitutionnelle pourrait aller à l'encontre de ce qu'est la population, puisqu'eux, ils peuvent saisir, et nous, les représentants de cette même population, auront vu, et que eux pourront, et le procureur aura déterminé, amènera des preuves pour que le président puisse être jugé. À ce niveau-là, on ne juge pas quelqu'un n'importe comment, c'est qu'on est sûr que la personne a commis des infractions, des faits infractionnels. À ce moment-là, il pourra être jugé. Dans cet éclairage que vous venez de donner, j'ai retenu une petite phrase que beaucoup aussi, j'imagine, qui nous regardent ont retenu. Kabila ne sera pas là en 2016, vous le dites, mais sur ce même plateau, on a reçu énormément de gens de l'opposition qui estiment qu'il serait bien, qu'il serait nécessaire que lui-même le dise. Mais attendez, moi, je fasse une déclaration. Mais Kabila l'a déjà dit. Kabila a prêté serment. Kabila est... Nous lui devons le Congo d'aujourd'hui. Les gens oublient, le Congo n'était pas le Congo. Le Congo était morcelé. Jean-Pierre Bemba était devenu sujet des droits à l'Équateur. On vient de loin, disait les accords de Lusaka. Le plan de la répartition de la démocratie du Congo était déjà lancé. Quand Kabila fait tout pour qu'on en arrive là, il fait tout pour qu'il y ait cet accord global et inclusif, il accepte de partager le pouvoir. Nous allons aux élections à 2 reprises. Il est le parrain et il ne va pas détruire tout ça. Et les gens lui prêtent des procès d'intention. Moi, je vous dis que 2016, que les gens se préparent pour aller aux élections. Et ce n'est pas Kabila qui organise les élections, ça il faut le souligner. C'est la CENI qui organise les élections. Kabila ne sera pas candidat. La moindre des choses aux uns et aux autres, c'est de se préparer. Ils perdent leur temps dans des négociations stériles qui n'ont pas de sens, ni leur place au jour d'aujourd'hui. Et moi, je pense que on n'a pas besoin de demander à un président de la République de le dire lorsque les textes nous le dit déjà, puisque le texte qui nous gère aujourd'hui dit que le président fera 2 mandats. Point barre. Et aucun moment, vous avez vu le président de la République demander à ce que nous puissions modifier les dispositions, c'est-à-dire l'article 220, afin qu'il puisse se représenter. Mais si c'est la volonté de la population, ou c'est la volonté de ces opposants-là, qui n'arrêtent pas de nous bourrer la tête à ça, ben, nous allons nous plier. Si c'est leur volonté, c'est qu'ils veulent que le président de la République puisse rester, puisse postuler une 3e fois, ben c'est leur problème qu'ils le disent hautement, plutôt que de se cacher derrière des considérations stériles. Moi, je trouve. Personnellement, je pense que le président de la République l'a dit, le président de l'Assemblée nationale, qui au même moment et le secrétaire général de la majorité l'a dit, et le porte-parole du gouvernement l'a répété, qu'il y aura en 2016 remise et reprise civilisée. Ben, les gens doivent se préparer pour aller aux élections plutôt que de se cantonner dans des histoires qu'il n'y a pas. Aujourd'hui, Joseph Kabila ne pense à rien d'autre qu'à réaliser les promesses qu'il avait faites à la population. Jusque-là, coup de chapeau, Monsieur le Président, puisque vous avez fait plus que ce que vous avez même promis au départ, puisque le Congo n'était pas. Personne ne lui donnait la chance de pouvoir récoller la République démocratique du Congo. Il l'a fait. Aujourd'hui, vous avez des routes, vous avez tout coup de chapeau au Premier ministre. On fait un travail considérable pour l'intérêt général.
Il ne faut pas que les gens nous amènent dans des discussions oui, il y a des routes, déjà tranchées. Il y a des routes, il y a quelques hôpitaux, mais les gens ne mangent pas encore à leur faim. Mais Kabila est venu trouver les Congolais, surtout les fonctionnaires, avec 5 ans d'impayement. 5 ans, je ne dis pas 5 mois, 5 ans. Aujourd'hui, Matata les paye même en avance, ils sont surpris de voir que sur leur compte, l'argent arrive. Quel salaire? Peu importe, mais cette maudite salaire-là, ils ne les touchaient pas. Aujourd'hui, au moins, ils les touchent. Quel est l'objectif poursuivi et par le président de la République et par le gouvernement et par la majorité que nous sommes, de faire en sorte que qu'on puisse augmenter la paye. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans le programme avec le Fonds monétaire international. En dehors de ce que nous disons, la République démocratique du Congo a d'autres systèmes. On n'est pas en programme avec le FMI. Le FMI vient de nouveau de dire non. Non, mais peu importe. Mais nous avons pu signer des accords pour qu'on puisse effacer la dette que nous avons. Ils ont évoqué la corruption. Non, mais attendez, nous disons bel et bien qu'effectivement, il peut y avoir la corruption. Nous devons tous lutter, parce que la corruption nous amène à la pauvreté. Il peut y avoir ou il y a la corruption? Non, mais attendez, nous venons d'où? Lorsque Kabila arrive au pouvoir, on avait un budget de combien? Moins de 300 millions de dollars. Aujourd'hui, nous sommes au milliard. C'est-à-dire que quelque part, le Congo n'a pas changé. C'est-à-dire que quelque part, il y a un travail. Un travail où on a freiné les robinets. Il y a eu des séminaires ici où on a parlé d'un mot que personne ne connaissait avant, le coulage. C'est-à-dire quelque part, il y a des fuites. Il faut essayer de voir par tous les moyens. Nous devons contribuer. Mettez-vous devant le beach Ngobila ici. C'est séminaire où on a convoqué des agents des douanes pour leur demander, tiens, dites-nous comment vous volez l'argent de l'État. Peu importe, même si on les a demandés, mais il y a plusieurs. Vous savez, il y a plusieurs pistes et nous pouvons voir comment on peut canaliser les recettes pour que l'État puisse avoir beaucoup de moyens. Il y a des frais que les étudiants payent aujourd'hui, 5 $, si c'est 10 $ de frais de fonctionnement. Quand vous calculez le nombre des étudiants, il y a beaucoup de choses. Mais nous devons tout faire pour arranger. Nous attendons la négociation. Ces étudiants qui n'ont toujours pas de bourse. Oui, c'est tout un problème. À un moment donné, Adolphe Muzito leur a donné des bourses, mais ça n'a pas fait long feu. Oui, mais justement, il ne faudrait pas que nous commencions une chose et nous ne puissions pas aller plus loin. Il faut que nous puissions avoir suffisamment de réserves, nous puissions penser aux uns aux autres. Nous avons des Congolais qui, depuis leur naissance, n'ont jamais travaillé puisqu'ils n'ont pas trouvé d'emploi. Le rôle de l'État, c'est d'abord de leur trouver aussi de l'emploi. Ceux-là, moi, je m'interroge, ceux qui sont nés en 1960, nous avons fêté l'indépendance, qui n'ont jamais travaillé, qui restent chez les parents. Je me pose la question, comment ils vont faire lorsqu'ils auront 70 ans, si Dieu leur prête vie? Ils n'auront rien. Voilà pourquoi il faut que nous regardions comment nous pouvons faire, qu'est-ce que nous pouvons taxer pour permettre à ce que ceux-là ne puissent trouver même un 50 $ tous les mois. Donc il y a beaucoup de choses que nous devons faire, mais on doit aller mollo. 50 $ seulement. Kabila 50 $ seulement. Commencer quelque part. Puisque Kabila, en arrivant au pouvoir, a trouvé un pays qui n'existait plus. Il faut refaire la République. On est en train petit à petit d'aller. Moi, je pense que aujourd'hui, on peut tout dire. La population a faim. Mais nous venons d'où? Nous venons d'une période où pour avoir 5 litres de carburant, il fallait faire une semaine devant une station d'essence. Tout ça, les gens ont oublié. Ont oublié parce que Kabila arrive au pouvoir. Il fait en sorte que même à 1 h du matin, vous trouverez une station ouverte. Vous pouvez vous servir. Donc, nous venons de très loin. Nous devons accepter d'abord qu'on vient de loin et qu'aujourd'hui, il y a encore des choses à faire. Il y a des choses à faire parce que le Congo est grand. Et il y a à faire parce qu'il y a la mauvaise foi de certains responsables. Ça, il faut le reconnaître. Parce que vous allez dans d'autres provinces, vous voyez les niveaux de développement. Je prends l'exemple du Katanga, où vous vous demandez, mais nous sommes au Congo ou nous ne le sommes pas. Je savais que vous citerez le Katanga. Je savais que vous citerez le Katanga. C'est un modèle que nous devons prendre en République démocratique du Congo. Vous venez à Kinshasa, vous verrez que la Gombe est en train d'être fleurie. La commune de Bandalungwa, la même chose. Donc la volonté des hommes peut toujours et encore changer les cours des choses. Et là, je cite le professeur Arthur Zaïdi Ngoma. Donc on peut, si nous sommes animés de bonnes volontés, nous pouvons changer les choses en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous demandons aux hommes de bonnes volontés, puisque le paradis est pour eux, de pouvoir faire un effort pour que le Congo puisse décoller, pour que les Congolais puissent se sentir soutenus, puissent se sentir dirigés, puissent se sentir avancés. Mais nous venons de loin, nous sommes quelque part et nous devons continuer. Et c'est ça la vision du président de la République, aller au-delà pour que le Congo de demain ne puisse pas ressembler au Congo d'hier. Nous voulons avoir un pays où tout le monde aura la fierté et non d'aller se réfugier ailleurs. On nous chasse comme de moutons. Et ça, c'est inadmissible. Et nous devons arranger chez nous pour que le Congolais vienne et le Congolais reste chez eux et pouvoir travailler et trouver de quoi manger. Le Congo qui a une très mauvaise réputation au niveau international en matière de vol, de viol. À un moment donné, il y a eu même des médias qui ont désigné Kinshasa ou le Congo comme la capitale mondiale du viol. Et en réponse, sans doute,
adulte, Janine Mabunda, conseillère spéciale du chef de l'État en matière de lutte contre les violences sexuelles. Ce serait quoi sa priorité? Justement, sa priorité serait justement la sensibilisation ou les procès? Non, il est conseiller du président la de la prévention. République. Il est conseiller. D'abord, il faut la sensibilisation et la prévention. Et puis, la dénonciation qui viendra aussi, puisque ce qui tue aujourd'hui, c'est que la plupart des dénoncements, et il faut que la justice suive aussi. Voilà l'importance d'avoir un appui auprès du président de la République pour que lui puisse peser de tout son poids. Puisque si la justice est rendue au nom du président, du peuple congolais, mais cette justice est exécutée en son nom. Il doit faire en sorte qu'on puisse exécuter les décisions de la justice pour que ceux-là qui commettent ce genre de crimes puissent être jugés, condamnés et qu'ils puissent purger leur peine sans problème. Or, aujourd'hui, je salue cette nomination. Nous pensons qu'il était grand temps qu'auprès du président de la République, il y ait quelqu'un qui est chargé de ça pour que chaque fois, nous puissions aller. Cela témoigne ce qu'a promis le président de la République de prendre à bras le corps ces problèmes de viol que nous sévissons en République démocratique du Congo. Et je pense qu'avec la fin de la guerre à l'Est, ça va diminuer puisque la plupart, ce sont des étrangers qui, venant chez nous, commettaient ce genre de choses ou intoxiquant les Congolais pour qu'eux-mêmes puissent commettre ce genre de choses vis-à-vis de leurs propres membres de la famille. Même s'il y a encore des groupes armés en activité ici et là. Bon, parmi les réactions qu'on a recueillies au lendemain de cette nomination, des femmes qui ont estimé qu'elle a plus un profil de politique que de militante des droits de la femme. Mais on n'a pas dit qu'il faut que ça soit une militante. Le président de la République a besoin de quelqu'un qui peut lui conseiller. Mais voilà, d'abord, elle est plus politique, mais c'est une femme intellectuelle, il ne faudrait pas l'oublier. Et qu'elle sait, elle peut aller vers ceux-là. C'est une femme d'exception, je le reconnais. Oui, puisque c'est une femme d'exception, elle peut aller vers ceux-là qui ont été des victimes. Et aussi, elle peut côtoyer les deux parties, c'est-à-dire et les activistes et les victimes, et aussi les bourreaux. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que le bourreau, il y en a qui doivent être soignés. Ce sont des malades, des pervers sexuels, et qu'il faudrait les soigner. Donc tout ça, ça fait un tout. Il ne faudrait pas se dire, voilà, ça aurait été mieux de nommer un ancien violeur pour qu'il puisse bien conseiller comment les violeurs font pour mettre fin à ça. On peut aussi dire ça. Mais je ne pense pas. Le président de la République... ex-victime du viol. Oui, non, mais peu importe. Elle est victime, je comprends, nous regrettons purement et simplement, mais je pense que le président de la République a besoin d'un collaborateur et il a choisi une femme, bravo, coup de chapeau, pour lui permettre de mieux comprendre ces phénomènes et prendre des décisions pour pouvoir éviter. Et nous sommes inscrits dans l'avenir, ce n'est pas le passé c'est le passé. Nous tiendrons compte du passé pour nous préparer pour l'avenir et voilà pourquoi il a choisi Mabunda, que je félicite d'ailleurs. Pendant cette autre vague d'amnistie, et du coup, revient la question de Djomi Dongala et de Coutinho Fernando. Nous savons, je sais qu'ils ne sont pas éligibles, mais étant donné qu'il y a énormément de voix de leurs amis de l'opposition qui demandent leur remise en liberté, n'y a-t-il pas lieu d'une grâce présidentielle? Mais vous savez, c'est trop difficile de pouvoir commenter sur quelqu'un qui est en prison, à qui on a privé la liberté. C'est aussi difficile de commenter dans un sens ou dans un autre, surtout lorsqu'il y a des victimes qui, eux, regardent, ils se disent, c'est la personne-là qui m'a violé ou c'est la personne-là qui a tenté. Moi, je peux que compatir avec leurs familles qui, aujourd'hui, sont privées de membres importants, de soutien qu'ils avaient. Mais néanmoins, l'amnistie reste l'amnistie. Les faits infractionnels, je comprends les gens de l'opposition qui crient, mais la moindre des choses, moi j'aurais souhaité que les opposants disent tous les détenus qui ont violé puissent être libérés. Ça sera justice, puisqu'il ne faudrait pas catégoriser le fait d'être un homme politique. Voilà, on peut bénéficier de ce que la population n'a pas envie, l'impunité, parce qu'on a cette étiquette d'être un homme politique. Non, nous avons d'abord ce qu'on appelle ces privilèges de juridiction que d'aucuns, si je parle de Dieu, on a bénéficié, mais néanmoins, pour dire, voilà, je suis un homme politique, lorsque je commets des infractions, eh ben, je dois aller. Non, il y a d'autres, même, qui ont payé et qui sont libres aujourd'hui. Et aujourd'hui, je pense que la moindre des choses, je peux compatir par exemple avec Coutinho, qui est très malade d'ailleurs, où on peut penser que suite à cette maladie, s'il ne peut pas trouver la liberté.
Et là, on peut voir, ça ce sont des cas, c'est autre chose par rapport même, on peut même pas demander à ceux qui puissent bénéficier de grâce, puisque au monde entier, quelqu'un qui est condamné pour viol, et vous venez de voir maintenant le président qui vient de nommer quelqu'un à ses côtés pour pouvoir s'occuper de ses problèmes, demain dire voilà je libère parce qu'il est opposant, il est un homme politique. En ce moment-là, nous n'aimons pas le Congo, nous n'aimons pas la République démocratique du Congo. Il y a d'un côté les victimes et de l'autre côté, alors il faut poser la question aux victimes, qu'est-ce qu'ils pensent si on peut libérer les gens qui sont condamnés pour ça, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait 2 poids 2 mesures. Donc moi je pense que la moindre des choses, on peut gracier quelqu'un, on peut donner quelqu'un une liberté conditionnelle lorsque la personne réunit toutes les conditions. Leurs camarades de l'opposition évoquent des procès politiques, des condamnations politiques. Oui, ben c'est trop facile de dire des condamnations politiques ou des procès politiques. Je pense que si je regarde bien le procès du pasteur Coutinho, c'était contre le pasteur Ngala, si ma mémoire est bonne. Ce procès est passé à la télévision aussi de tout le monde. Le procès des Diomi aussi, la même chose. Donc je pense que même nous au Parlement... Il peut y avoir des tireurs de ficelles. Oui, mais pourquoi toujours avoir des intentions? Il faut regarder, est-ce que ces tireurs de ficelles ont tiré réellement des ficelles ou l'homme lui-même s'est compromis? C'est ça la réalité. Il faut pas parce qu'on est des hommes politiques qu'on peut... Moi, je sais que le milieu politique n'est pas un milieu d'enfants de cœur. C'est un milieu où les gens se cherchent parce qu'il y a le pouvoir en jeu. Certes, oui, mais quel est l'enjeu? Pourquoi allons tout en vouloir à Diomi Ndongala? Je ne sais pas, Kabila n'avait rien à voir. Diomi a été candidat, il a été élu ici à Kinshasa et Diomi a refusé de siéger au Parlement. Personne n'est venu l'arrêter. Alors pourquoi aujourd'hui, lui qui n'avait pas de décision à prendre... Il réclamait la vérité des urnes avec Étienne Tshisekedi comme président de la République. Mais il n'avait pas ce monopole de réclamer la vérité des urnes. Étienne Tshisekedi lui-même l'a réclamé, mais il n'est pas aux arrêts. C'est leur expression, hein, la vérité des urnes. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Il n'avait pas ce monopole. Donc Étienne Tshisekedi lui-même l'a réclamé, tout comme la plupart des militants de l'IDPS l'ont réclamé. On les a jamais arrêtés pour ça. Donc je pense que si quelqu'un comme même Jacques Chabani, qui a réclamé la vérité des urnes, même lorsqu'il s'est embrouillé avec Étienne Tshisekedi, il n'a jamais été arrêté pour ça. Donc moi je pense personnellement que ne faisons pas des choses comme si on ne connaissait pas la réalité. Ces mêmes opposants, ils sont venus, ils ont assisté, ils connaissent ce qui s'est passé réellement. Alors il ne faut pas caricaturer les choses puisque de l'autre côté de la barre, il y a des victimes, j'insiste. Il y a des victimes, il faut tenir compte aussi de ça. Il faut tenir compte des victimes, il faut tenir compte de la pédagogie que cela peut amener. Je pense que depuis qu'il y a plusieurs condamnations, même ici dans la ville-province de Kinshasa, nous voyons diminuer ces faits de viol. Petit à petit, il faut lutter contre cela, sinon nous allons aller nulle part. Vous savez, il y a eu ces chasses en Koulouna ici, ça donnait de fruits. Maintenant, les gens se sont levés, nanani, nanana, il y a une sorte de léthargie où on pense que le truc commence encore à revenir. Donc, oui. D'accord. On termine avec l'opposition républicaine. C'est le je t'aime moi non plus. On va peut-être vers une dissidence et à la majorité présidentielle, vous frottez les mains. Non. Ça vous arrange? Non, nous, on ne peut pas frotter les mains, ça ne peut pas nous arranger. Parce que nous avons besoin d'avoir une opposition à la République démocratique du Congo. Moi qui suis démocrate, je pense que j'ai besoin d'une forte d'ailleurs. Une opposition divisée, ça fait vos affaires. Non, si ça fait nos affaires en tant qu'individu, en tant que majorité, en tant que pouvoir, mais ça ne fait pas l'affaire de la population, du peuple congolais, dont moi je suis un des représentants. La population a besoin d'une opposition. Une opposition a un grand rôle à jouer en démocratie. C'est celui de prendre en compte les déshydratants de la population et de peser sur le pouvoir pour que le pouvoir en tienne compte. C'est ça le rôle. Maintenant, une opposition fragilisée ou divisée, ça ne fait pas l'affaire de la démocratie. Nous ne sommes pas en période électorale où mon rôle, où nous pouvons accepter de pouvoir garder la majorité. Mais nous regrettons ce que nous sommes en train de voir. C'est de l'irresponsabilité. Cela témoigne effectivement que ces gens ne peuvent pas vivre en communauté, en commun avec des gens. Et ils sont là pour leur intérêt personnel ou leur positionnement personnel individuel, en quête toujours permanente d'une certaine, je ne sais pas quoi. Non, je pense que... J'ai interviewé l'un de ceux qui ont justement prononcé donc cette mesure de désaveu, je cite, le poste d'autorité morale est vacant, qui m'a dit ceci, je cite, Kengo Wandodo a un deal
avec Joseph Kabila et nous ne sommes pas dans ce deal-là. Mais non, mais ce sont des préjugés. Et la personne qui dit là, d'où il tire le pouvoir de pouvoir le faire, c'est l'arbitraire. Voilà ce que nous condamnons dans les chefs des politiciens congolais. Vous vous réveillez un beau matin, parce que vous avez manqué telle ou telle autre chose, vous venez, on vous tend un micro et puis vous tirez sur les gens. Est-ce que lui, il a un pouvoir pour le faire? Il tire ça d'où? C'est ça, ce qui tue le Congo. Les gens ne veulent pas suivre les textes. Ils ne respectent personne. Et ils pensent que c'est en disant ça qu'on va me croire que je suis un homme politique. Non. Un homme politique doit d'abord respecter l'autre. Et si lui devient chef, qu'on lui fait ça aussi, quel va être son agissement? Je peux vous citer, on l'a vu aussi être désavoué à un moment donné, quand il était porte-parole, je ne sais pas quoi. Non, moi je pense aujourd'hui où nous parlons, l'opposition doit nous donner l'image des hommes et des femmes responsables, pas des déchirements tels que nous sommes en train de vivre, puisque nous sommes une majorité. Mais nous avons besoin de cette opposition. Et cette opposition, nous l'avons besoin non pas pour nous, mais pour l'intérêt général. Parce que l'opposition doit peser, doit critiquer l'action du gouvernement pour permettre à ce que le gouvernement se dise « Ah, j'ai l'opposition qui me regarde, je dois bien me comporter, sinon ils vont me remplacer demain. » Or, si nous avons une opposition avec l'image que je suis en train de voir, eh bien, je pense que nous allons rester pendant plus de 50 ans majorité. Quoi qu'il en soit, beaucoup ont ironisé au lendemain des concertations nationales que c'était pas l'opposition républicaine, mais c'était la nouvelle majorité présidentielle. Écoutez, non, ils peuvent appeler comme ils ont besoin d'appeler, mais une chose est vraie, c'est que ce sont les gens de l'opposition qui ont réfléchi et pensé avant tout Congo. Il fallait sauver la République. Et ils sont venus, ils ont fait des propositions, certes, pertinentes, que nous avons, la majorité en a tenu compte, et voilà pourquoi nous travaillons ensemble. Mais est-ce que Kengo Adondo, président du Sénat, est-ce qu'il doit être l'ennemi de Joseph Kabila? Non, c'est un adversaire politique, et les gens ne doivent pas confondre l'adversité politique avec un ennemi à qui nous sommes en conflit. Et nous pouvons nous dire bonjour, nous pouvons nous fréquenter, nous pouvons être ensemble. Jean-Pierre Bemba aussi est devenu un partenaire politique, le MLC était aux concertations. Mais écoutez, Jean-Pierre Bemba a toujours été un partenaire politique, puisque Jean-Pierre Bemba a été vice-président de Joseph Kabila. C'est ce que les gens doivent savoir, que Joseph Kabila travaille avec tous les hommes politiques. Donc, je pense qu'il a travaillé avec lui, et il était son vice-président, donc ils ne peuvent que collaborer, donc il n'y a rien de nouveau quant au MLC. Nous avons travaillé avec le MLC pendant des années, nous sommes allés aux élections, et aujourd'hui, si le MLC, nous travaillons avec eux en tant qu'opposition, il faut bien le souligner. Nous travaillons avec eux en tant qu'opposition, ce qui est tout à fait normal. Nous gérons la République ensemble. Les autres disent opposition molle. Merci beaucoup, Francis Kalombo d'être venu ici. Vous êtes le chef des jeunes du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, avocat au barreau de Kananga. Cette émission se termine ici. On se retrouve très vite. Vous avez droit de savoir. www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV.